12 mars 2025, épisode numéro 52 du podcast de Passion MLB. Pendant que les camps d'entraînement battent leur plein, Sébastien et moi, on va en profiter pour jaser un petit peu de l'actualité baseball de la dernière semaine. Charles-Alexis Brisebois à l'animation avec Sébastien Berroir. Monsieur Berroir, comment allez-vous? Je vais dire ça comme ça va mieux que Garrett Cole. Ah oui, hein? Oui. OK, fait que ton coude, ça va? Oui, de tout tient, là. OK, tu n'auras pas Oui. besoin d'une année et demie off pour recommencer à travailler? Pas jusqu'à maintenant. OK, parce que sinon, j'aimerais ça avoir genre un petit heads-up, là. Oui, je vais t'en parler si ça arrive. OK, excellent. Les camps d'entraînement, on l'a dit, qui battent leur plein. Puis bientôt, Sébastien, on ne pourra plus dire ça parce que c'est quoi? C'est mardi, mercredi prochain, les matchs au Japon? Mardi, oui, c'est mardi, il me semble. Oui. Ça se peut. Oui, c'est mardi. Oui. Théoriquement, on devrait avoir des matchs de saison régulière à parler dans le podcast de la semaine prochaine. Donc, les camps d'entraînement qui progressent quand même assez vite. C'est assez intéressant. Sébastien, il y a un sujet cette semaine qui a vraiment, vraiment beaucoup retenu l'attention, en fait, depuis les 24 dernières heures. Mais pour ça, pour en parler, il faut aller dans le bloc sur les Blue Jays. Okay. Blue Jays. Let's play ball. Si je te proposais de devenir le troisième joueur le mieux payé de l'histoire de ta profession, est-ce que tu dirais oui ou est-ce que tu dirais non? C'est sûr qu'amener de même, je dirais oui. On va mettre les choses en contexte. Je pense que tu vas y revenir, mais vite comme ça, je te dirais oui. OK. Vladimir Guerrero Jr., on savait qu'il y avait des bonnes demandes. Finalement, on ne s'est pas entendu avec les Blue Jays au début du camp d'entraînement. Là, ce qu'on apprend, c'est que les Blue Jays ont fait une offre de 500 millions de dollars à Vladimir Guerrero Jr. avec de l'argent différé. On estime que la valeur du contrat serait peut-être à 450 millions de dollars en valeur d'aujourd'hui. Vlad Guerrero Jr. veut 500 millions de dollars en valeur actuelle. Donc, il y a un écart en valeur actuelle d'à peu près 50 millions de dollars. Sur un contrat de 14 ans, ça fait à peu près 3 millions de dollars et demi par année. 3 millions de dollars et demi par année, c'est un releveur moyen, un joueur de banc. Est-ce que les Blue Jays, qui allaient déjà au-dessus de leurs limites selon ce que les dirigeants ont dit, est-ce que les Blue Jays font une erreur en lui donnant pas ce qu'il veut, considérant le fait qu'on est peut-être un peu plus proche que ce qu'on pensait quand même? Là. Mais là, avant qu'on parle de ça, là, on est à 3 millions à peu près par année d'écart. On est à 50 millions. On peut-tu s'entendre à 25 là, sur 14 ans? Là? Est-ce que les deux parties peuvent aller au milieu puis s'entendre puis qu'on arrête d'en parler de ce dossier-là? Là? Parce que il me semble que ça serait le fun. Là, je comprends que du côté du clan Guerrero, on veut un petit peu faire mal paraître les Blue Jays. Mais quand même, les Blue Jays sont allés à 500 millions. Là. Oui, ce n'est pas la valeur actuelle, mais ils sont quand même allés. Ils ont fait un effort. On n'était pas trop sûr jusqu'où ils seraient prêts à aller. Je pense qu'ils sont capables d'aller encore un petit peu plus loin, mais je pense que du côté du clan de Vladimir, on est capable de mettre un petit peu d'eau dans notre vin. Puis c'est sûr et certain que là, c'est l'autonomie de Vladimir. Il va vouloir tirer le maximum de cette autonomie-là. Mais s'il veut vraiment rester à Toronto, comme il l'a mentionné à quelques reprises, je pense que ça serait le temps de peut-être faire un pas vers les Jays. Puis moi, ce que je me demande, c'est, on avait une date limite de négociation du côté de Guerrero. On a dit qu'on ne négociait pas durant la saison. Mais si dans 3 semaines, les Blue Jays arrivent avec une offre de 500 millions en valeur actuelle, qu'est-ce qui va se passer du côté de Vladimir? Moi, je pense qu'il la signe parce que il a dit qu'il ne voulait pas négocier, mais il a dit qu'il était quand même ouvert à écouter. Fait que moi, je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus de négociation. Tu as mon prix, si tu me le donnes, je signe. J'ai l'impression qu'il y a quelques mois, quand il a dit j'ai un prix que si je l'ai, je signe demain matin, je pense que cette phrase-là est encore vraie. Je ne pense pas qu'il a envie de négocier, mais ouais, c'est quand même un dossier touché. Moi, j'ai l'impression que Shohei Ohtani, il a beaucoup d'argent différé, comme tout le monde le sait, là, 97% de son contrat. La valeur actuelle d'aujourd'hui
de son contrat, c'est de 460 millions de dollars. J'ai l'impression que Guerrero veut passer au-dessus de ça quand tu es si proche. Mais c'est sûr que, comme tu dis, à 4,75, est-ce qu'il serait complètement malheureux? Je ne pense pas non plus. C'est pas loin de ce qu'il veut. Ça lui permettrait de mettre un peu d'eau dans son vin. J'ai l'impression que c'est une espèce de juste milieu. Mais moi, l'impression que j'ai, Sébastien, c'est que si tout ça sort mardi soir, là, parce que mardi soir, ça a tout sorti d'une traite. Le New York Post a parlé de l'offre des Jays. Ken Rosenthal a parlé des demandes des Blue Jays. Il n'y a pas de hasard si grand que ça dans la vie. Là. Ça fait 3 semaines que le dossier est clos et la même soirée, tout sort à 20 minutes d'écart. Je me trompe-tu la différence entre les deux textes? C'est à peu près ça. 20 minutes d'écart, les deux côtés de l'histoire sortent. Il y a quelqu'un qui a parlé quelque part, qui a jugé que c'était le bon moment. Permets-moi de penser que c'est Vladimir Guerrero Jr. qui a des bien belles qualités dans la vie. Mais celle d'attirer l'attention sur soi, quand tu as dit je ne veux pas attirer l'attention sur moi, là, cette qualité-là, il ne l'a pas. Sébastien, est-ce que tu nous entends? Oh, j'ai l'impression que Sébastien a freezé un petit peu. On l'a vu par le passé, là, il y a eu des affirmés que... À couper, hein, je pense? Oui, mais vas-y, continue. OK, parfait. Quand il a affirmé qu'il aimait mieux mourir que jouer pour les Yankees ou ce genre de situation, de déclaration-là. Donc oui, il n'aille pas ça, avoir le spotlight sur lui. Puis dans une saison où il a dit qu'il ne serait pas une distraction, on le sait que peu importe, il va en être une. Il va arriver ce genre de déclaration-là à un moment ou à un autre. Puis la déclaration d'hier, mardi, ça en fait partie. Puis ça va le suivre tout au long de la saison. Puis c'est inévitable. On a un dossier qui n'est pas réglé, qui reste en suspens, puis qui est un dossier d'une importance capitale pour les Jays. C'est moins d'une importance capitale pour Vladimir, ce l'est pour les Jays, vraiment. Donc, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir dans le clan Guerrero pour essayer d'amener les billes de notre côté. Puis c'est ce qui est arrivé hier. Là, maintenant, tantôt, on parlait de l'écart entre les deux. Si les deux peuvent faire un bout de chemin, peut-être que les Jays devront en faire un plus gros bout de chemin pour arriver à leur fin parce que je serais très surpris qu'au final, Vladimir diminue ses demandes salariales, en vienne à prendre un peu moins. Et tout à l'heure, on parlait du contrat de Shohei Ohtani. Shohei Ohtani peut se le permettre avec les montants d'argent qu'il reçoit en commandite à chaque année. Il n'y a pas besoin de cet argent-là qui vient des Dodgers. Des 2 millions, c'est quasi symbolique. C'est juste pour mettre de l'argent sur son contrat parce qu'elle n'en a pas besoin. Donc, il peut reporter cet argent-là. Ce n'est pas le cas pour Vladimir. Donc, c'est deux situations qui, oui, sont comparables, mais ne sont pas nécessairement pareilles. Mais en même temps, tu dis que ce n'est pas le cas pour Vladimir. 100% de son contrat, non. 10% de son contrat, il peut. C'est son choix de le faire, c'est correct. S'il veut négocier comme ça, il a le droit de le faire, mais en même temps, c'est sûr qu'il peut se le permettre s'il veut. Moi, plus j'y pense, j'ai l'impression que la barre du 500, 500, c'est symbolique. Là. 500, c'est un demi-milliard de dollars. J'ai l'impression que c'est important quand même pour lui d'atteindre cette barre-là, si tu es dans ces eaux-là de toute façon. Parce que, Soto et Ohtani étaient trop haut pour ça. Mike Trout et les autres étaient trop bas pour ça. Lui, c'est vraiment le joueur qui peut être dans ce sweet spot-là. Mais clairement, il détient la balance du pouvoir. Puis en ce moment, c'est comme on l'a dit au début, c'est les Blue Jays qui paraissent pour l'équipe de voyons, ils demandent 3 de plus par année. Donne-y, tu ne vas pas te laisser partir pour 3 par année. C'est les Blue Jays qui ont l'air de ça. C'est pas Guerrero que les gens se disent ah, ben, il y a des demandes plus raisonnables qu'on pensait. Parce que lui, c'est aussi une gestion des attentes, selon moi. Il y a quelques semaines, il a dit j'ai demandé moins que 600 millions de dollars. Puis David Ortiz avait dit d'après moi, il vaut 5,85. Fait que je me suis dit, ben, ça doit être ça. Il connaît bien, ça doit être 5,85. Non, finalement, c'est 500. Fait que c'est vraiment beaucoup en dessous du 600 millions de dollars. C'est une différence qui est marquée. Donc, j'ai l'impression que en ce moment, du point de vue public, Guerrero, il est en train de tout écraser là, comparé aux Blue Jays.
Mais comme tu l'as mentionné tantôt, tout cela est un hasard, un pur hasard. Là. Oui, On oui, a ben placé évidemment. les attentes la semaine dernière ou il y a Ben 2 semaines un petit peu plus haut. Là, on arrive puis on sort les oui. informations. Ça arrive comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est le même. C'est ça la vie. Il y a des hasards comme ça qui surviennent. Mais il ne faut pas oublier non plus que Vladimir, c'est un joueur de premier but. Là. Je comprends le 500 millions, je comprends la barre du demi-milliard. Ça reste un joueur de premier but. Quand même, il sera à 4,90. Je pense que c'est un excellent contrat, malgré le fait que Juan Soto a fait sauter la banque, que chez Ohtani a de l'argent, a pu savoir quoi en faire. Oui, il faut faire des comparaisons, mais il faut comparer des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques mois à peine, là, de mémoire, c'était-tu en série ou un peu après les séries, Jeff Passan, il avait passé à Sportsnet, à la radio, puis il avait dit un joueur de premier but qui va gagner 300 millions de dollars. Non, ça n'existe pas. Puis, tu sais, Jeff Passan, là, parle-moi d'un gars qui se trompe jamais d'habitude. Puis, dès le lendemain, il avait dit ouais, je me suis fait passer des coups de téléphone, puis je me suis fait dire que j'étais épais là-dessus, puis que, tu sais, finalement, tu sais, Guerrero, ça ne sera pas pareil. Mais, tu sais, s'il y en a un qui est bien branché, c'est lui. Là. Il y a quelques mois à peine, on se disait 300, c'est beaucoup, c'est un stretch. Là, on parle de 5. C'est fou à quel point le dossier est exponentiel. Évidemment, il peut probablement un peu remercier Juan Soto et Steve Cohen pour les prix qui ont monté. Et indirectement, les Blue Jays aussi, parce que les Blue Jays avaient quand même une bonne offre sur la table pour Juan Soto, peut-être même plus que les 765 millions de dollars. Donc, écoute, c'est un dossier qui... La semaine passée, qu'est-ce qu'on disait? On disait, ouais, ça fait pas tant jaser en ce moment, Guerrero. Plus vrai. Non, c'est ça. Ça prend pas grand-chose. Hein? Quelques jours, puis le dossier renaît de ses cendres ou presque. Mais puis tu parlais de l'écart entre les prévisions puis où on est rendu. C'était la même chose pour Soto. Là. Jamais on s'attendait à ce que ça monte si haut. Ohtani aussi. Ohtani aussi, exactement. Par contre, on arrive à un moment où il y a une certaine limite. Là. Il y a des comparables. Les formations du baseball majeur, ils vont beaucoup par comparables. C'est sûr que là, le marché explose. Mais comme j'ai dit tantôt, ça reste un joueur de premier but. On peut surtout pas le comparer à Ohtani qui lance, frappe, vole des buts, fait tout sur un terrain. On ne peut pas le comparer à Juan Soto non plus. Ça revient à ce qu'on a dit tantôt. Là. Les deux parties devront mettre de l'eau dans leur vin. Par contre, c'est Vladimir qui a le gros bout du bâton. Absolument. Puis s'il connaît une bonne saison, puis qu'il devient agent libre puis qu'il peut jaser à toutes ces équipes-là, le 5 va peut-être devenir un 6. Fait que ça, c'est lui qui verra. Il y a ça entre les mains, évidemment. On a un commentaire ici de Matt sur YouTube qui nous dit donc en bon français, Guerrero Junior est un mauvais leader. Les Blue Jays devraient se concentrer sur Bo Bichette. Bo Bichette ne veut pas rester à Toronto. Non plus. Donc, je ne pense pas que c'est nécessairement une possibilité en ce moment. Il n'y a pas de négociation avec Juan Soto et je ne pense pas que c'est un hasard. Mais est-ce que tu penses qu'en ce moment, Guerrero Junior est un mauvais leader pour les Blue Jays? Ben, je pense pas que ça a déjà été un grand leader. Là. Je pense pas que c'est sa qualité principale d'être un leader dans un club de baseball. Tu as des joueurs qui sont nés pour ça. J'ai pas l'impression que Vladimir, c'est ce genre de joueur-là. Ceci dit, c'est pas parce que le joueur négocie son contrat puis veut avoir sa plus grande valeur que c'est nécessairement un mauvais coéquipier. Ça n'enlève rien. Ça reste des business. Là, les joueurs veulent aller au maximum qu'ils peuvent. C'est sûr que si on prend l'exemple d'Aaron Judge qui a pris quand même moins pour rester à New York, c'est un cas, mais c'est pas tous les joueurs, puis ça veut pas dire que c'est une nuisance dans un club parce que tu veux maximiser ta valeur sur le marché des joueurs autonomes. On a quelques questions ici qui sont en lien avec les Blue Jays. Juste avant, on a un commentaire ici de Louis qui nous dit Guerrero Junior va quitter les Jays. Ross Atkins et Mark Shapiro ne sont pas des bons gestionnaires. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, le fait que les offres soient sorties publiques, ça aide pas la réputation de Atkins et Shapiro qui n'avaient pas besoin d'aide pour en manger un coup, là, on va se le dire, là, à Toronto. Mais la deuxième partie de l'affirmation de Louis, c'est vrai. Là. Ross Atkins et Mark Shapiro, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas d'excellents gestionnaires. Puis ils l'ont prouvé. Là. Oui, c'est ça. On n'est pas. L'échantillon n'est pas faible. Là, non, on a fait le tour. Ouais. Puis là, reste à savoir si au final, le début de sa phrase que Vladimir va quitter, on s'attend à ça, là, mais ce n'est pas encore confirmé. Shapiro et Atkins ont encore
une dernière chance. C'est eux qui ont cette chance-là avant que les 29 autres clubs de la MLB puissent négocier avec Vladimir. C'est peut-être aussi leur dernière chance de sauver leur emploi. Tu fais bien de dire les 29 autres clubs parce que je le vois avec les White Sox. Oui, ben ça va jouer entre les White Sox et les Rockies. Là, je m'attends à une lutte assez serrée. Arrête, avec les Rockies, ils peuvent le faire pour vrai, eux autres. Oui, ils l'ont déjà fait, c'est vrai. On Ouais. salue Chris Bryant au passage. Oui, bonjour. Hey, si je ne me trompe pas, là, ça a moins rapport, là, mais on parle des White Sox. Là, je pense que le plus gros contrat qu'ils ont donné comme joueur autonome, je me trompe-tu ou c'est Andrew Benintendi à 75 millions de dollars? J'aime mieux ne pas me prononcer parce que c'est Chris ennemi. Mais oui, c'est ce contrat-là, mais aïe. Mais tu sais, on peut parler des Mariners aussi que depuis 2015, le seul contrat de plus d'une saison a été accordé à Mitch Garver. Oui, c'est le Bravo. fun, ça. Bravo. Oui, comme joueur autonome, j'imagine, parce que Rodriguez a quand même Oui, un bon exactement, contrat. comme joueur autonome, oui. C'est le fun. Moi, une stat qui me fascine à chaque fois, c'est les Blue Jays, les deux seuls joueurs qui ont prolongé avant de devenir joueur autonome, c'est Randall Grichuk et José Berrios. Bravo pour Berrios, une chance qu'il est là. Grichuk a eu son utilité, d'accord, mais je veux dire, c'est parce qu'il y en a eu des joueurs autonomes depuis 10 ans. Oui. Je sais pas, là. Un qui a fait très mal, c'est Marcus Semien. Ouais. Ça a fait mal. Ouais. On dirait ça a été un point tournant là, chez les Jays, cette perte-là. Ouais. Puis je comprends pas pourquoi puis comment on le laissait aller. Ça, c'est un autre dossier. Ouais. Il s'était vraiment bien intégré à cette équipe-là. Il est arrivé la même année que Springer. Il y avait comme un vent de renouveau. Si les Blue Jays faisaient les séries en 2021, ils ont manqué par un match. Là, ça aurait pu être quelque chose. Le gars est arrivé. Il a connu comme la meilleure saison de l'histoire pour un joueur de deuxième but. Il a pris ses clics puis ses claques puis il est parti. Ouais, puis je pense pas que c'est parce qu'il voulait quitter nécessairement. Là. Je pense pas. C'est ça. Je pense pas, mais en même temps, quand tu te fais offrir 175 au Texas pour jouer aux côtés de Corey Seager, tout, mais c'est sûr que l'offre des Blue Jays n'était pas là non plus. Là, c'est ça. Exact. On l'a vu par la suite que les Jays ont à côté les plus grosses offres, sont allés même plus loin, mais ils ne l'ont pas fait pour lui. Puis ça aurait peut-être été important de le faire. Tu sais, quand tu as un joueur qui est avec toi, souvent, c'est plus facile de le garder quand il est déjà là, il est dans l'environnement. S'il est heureux, là, peut-être que si tu lui donnes l'argent qu'il veut, si tu accotes l'offre d'une autre formation, pourquoi changer? Un déménagement, ça implique beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas fait. Non, absolument. Petit commentaire, justement, on parlait des White Sox. Il y a Olivier qui nous mentionne de ne pas oublier les Pirates à ce niveau-là, puis c'est un excellent point. Là, les Pirates, avec la rotation qu'ils ont, là, s'ils pouvaient entourer ne serait-ce qu'un peu, tu sais, t'as Skeens, t'as Jones, t'as Keller, ce top 3-là, il y a beaucoup d'équipes qui... Tu le prendrais-tu, ce top 3-là, toi? Hey. Anytime. Quoi que Paul Skeens, il va peut-être faire comme Garrett Cole un jour à vitesse où il lance, mais en tout cas, ça, c'est un détail. Oui. Mais les Pirates, étant donné qu'on parle d'eux, ont été nommés la pire franchise des 25 dernières années. Il faut le faire. Il faut travailler fort pour ça. Oui, dans une ligue où les Aces existent. Là. Oui, c'est ça. On parlait de Marcus Semien. Olivier nous demande est-ce que Marcus Semien a comme agent Scott Boras? La réponse est oui. On a quelques petites questions sur les Blue Jays ici. Matt nous demande quelle est la meilleure option comme premier frappeur pour les Blue Jays, surtout avec les matchs pré-saison? Est-ce que c'est Jimenez ou Bichette? André Jimenez a un bon camp d'entraînement, mais ça va en prendre plus pour qu'il gagne ma confiance. C'est un bon joueur de balle, Jimenez. Il va avoir son utilité, mais pas toujours systématiquement quand il va se présenter au marbre. Dès qu'il va lâcher son bâton, joueur très utile sur les sentiers, défensivement, évidemment, au deuxième coussin. J'ai de la difficulté à le voir comme premier frappeur présentement. Peut-être qu'au mois de mai, on aura un discours différent ou quoi que ce soit. En ce moment, je ne déteste pas la formule où il y a Beau Bichette comme premier. On sait, Sébastien, que Guerrero et Santander vont être 2-3. Ça, c'est pas mal coulé dans le béton. Moi, j'aime mieux Bichette comme premier frappeur. Moi aussi. Dans l'optique où Guerrero et Santander sont 2 et 3, je place Beau Bichette. S'il avait été 3 et 4, ben là, peut-être qu'on peut insérer un autre frappeur dans le top 2. Dans le cas de Jimenez, il y a peut-être le contrat d'un premier frappeur. Par contre, il l'a déjà fait par le passé, mais là, ça commence à faire un petit bout, puis il devra nous le démontrer. Il ne l'a pas fait dernièrement.
Donc, moi, je le placerais dans la deuxième moitié de l'alignement. S'il se met à frapper avec régularité, qui place la balle en lieu sûr, ça peut devenir un atout important sur les sentiers, mais il faut qu'il le fasse de façon constante. Puis là, à ce moment-là, peut-être qu'on pensera à l'insérer au premier rang, mais je n'ai pas l'impression qu'on peut commencer la saison avec Jiménez au premier rang. Il y a Louis ici qui nous demande, Guerrero Junior a dit récemment qu'il aimerait jouer pour les Red Sox. Qu'en pensez-vous? J'en doute pas. Puis surtout avec Rafael Devers qui est là, de frapper avec lui, je suis persuadé que c'est quelque chose qui lui tente. Je suis sûr que les Red Sox vont être dans le derby, mais moi, je répète la même crainte que j'ai d'habitude. Les Red Sox, ils ont passé les 5-6 dernières années à ne pas dépenser. Tu as déjà 300 millions de dollars, 315, sur Rafael Devers, qui est éventuellement appelé à aller jouer au premier but, on le sait. Guerrero est un joueur de premier but. Est-ce que tu es un club qui ne dépense pas et tu vas mettre 800 millions de dollars sur le premier coussin? Puis évidemment, poste de frappeur de choix, un DH, un premier but, mais est-ce que tu mets 800 millions de dollars sur le premier but? Moi, cette phrase-là me fait dire, je ne suis pas sûr que les Red Sox vont être là tant que ça, Sébastien. Non, tantôt, on parlait de contrats de 500 millions pour un joueur de premier but. Je ne pense pas qu'on va en mettre 800 pour avoir deux joueurs, un qui ne joue pas défensivement, puis l'autre qui joue au premier coussin. Non, c'est ça. Puis dans cette optique-là, est-ce que finalement, Rafael Devers va accepter d'aller jouer comme frappeur de choix? Parce que là, lui, il veut rester au troisième but, mais on le sait que c'est inévitable qu'il va se retrouver au premier but ou comme frappeur désigné. Là, on commence à complexifier un petit peu la chose. Si tu amènes un autre joueur de premier but, c'est sûr et certain que dans cette situation hypothétique-là, Tristan Casas ne serait plus avec les Red Sox. Mais quand même, j'ai l'impression que ce serait plus avantageux pour les Sox de combler d'autres lacunes dans l'alignement que d'aller chercher un Vladimir, même s'il y aurait quand même un grand impact dans cet alignement offensif-là. Question de Nick ici. Qui est vos 5 premiers frappeurs des Jays? On a commencé à y répondre tantôt, mais je l'ai amené pour plus la deuxième partie. Donc, Bichette, Guerrero, Santander, pour moi, c'est les 3 premiers frappeurs. Ce que je trouve touché, c'est le 4e frappeur. Parce que on dirait qu'il y a une certaine logique qui veut que tu mettes un droitier pour combler après Anthony Santander, qui est un frappeur ambidextre. Mais est-ce que tu veux mettre Springer là? Je ne sais pas. Moi, pour l'instant, le joueur que j'aurais peut-être au 4e rang, c'est Alejandro Kirk, qui n'a pas un vilain camp d'entraînement. Ça ne peut pas être une recette pour 162 matchs par année, ceci étant dit, parce qu'il ne sera pas dans l'alignement 162 matchs dans une saison, contrairement à Guerrero, contrairement à Santander et à Bichette. Mais ça peut être une solution de fois de temps en temps. Par la suite, aussi, un bon camp d'entraînement comme 5e frappeur et ailier gaucher, tu alternes. Moi, j'irais peut-être avec Dalton Varsho ou peut-être s'il est en feu, tu mets un Jiménez, mais j'ai de la misère à voir Jiménez comme le rôle de 5e frappeur. J'ai l'impression que tu y vas pour Dalton Varsho. Puis, le fait de parler de ces noms-là, Sébastien, ça met en lumière le fait que il manque un frappeur quelque part, quand même, dans cet alignement. Oui. Puis quelque part, c'est au rang numéro 4. Genre le cœur de l'alignement. Là. Exactement. Ouais. Le cœur, maintenant, c'est rendu 2 et 3. Là, mais le cœur élargi. Là. Oui, c'est ça, le grand cœur. Mais oui, grand cœur. Au rang numéro 4, on a un trou. Présentement, j'y vais dans le même sens que toi, ce serait Kirk. George Springer ne doit pas apparaître au 4e rang de ce rôle offensif-là. Ça, c'est clair et net. Mais oui, il manque un bâton de puissance. Parce que, des joueurs comme Varsho, Jiménez sont excellents défensivement. T'aimes ça les avoir un petit peu plus loin dans le rôle offensif. Ils te font beaucoup moins mal. Puis quand ils connaissent de bonnes séquences, là, c'est un plus. Tu as beaucoup plus de profondeur dans ton rôle offensif. De là à les amener jusqu'au 5e rang, là, ça dénote un grand manque de profondeur, puis ça te fait mal durant certaines rencontres où le haut de l'alignement va se rendre sur les sentiers, va produire des points, mais tu n'auras rien d'autre le reste de la rencontre. Donc, vraiment, si les Jays connaissent un bon début de saison, il va falloir ajouter un bâton si on veut faire un bout de chemin en série ou à tout le moins se rendre jusqu'en octobre. Luc nous mentionne ici le problème avec Bichette 1, Guerrero 2 et Santander 3, c'est que le bas d'alignement arrive trop rapidement. C'est peut-être pour ça aussi que les Blue Jays pensent à mettre un Jiménez comme premier frappeur parce que là, tu peux mettre Beau Bichette 4, puis tu peux avoir encore Bichette en arrière de Guerrero, on va pas recommencer. C'est c'est l'option que John Schneider a soulevée, il est 1 ou 4.
Oui, mais ça revient. On s'entend. Mais ça revient à notre point qu'il manque un frappeur numéro 4. On s'entend, parce que dans le scénario, un 4, oui, excuse, vas-y. Dans le scénario où Jiménez est 1, ben Bo Bichette, il faut qu'il soit 2. Oui, là, après, tu mets Guerrero 3 puis 4. Puis c'est pas grave si Bo Bichette puis Guerrero sont droitiers back-à-back, parce que 1, les deux sont bons, puis 2, tu l'as fait pendant des années de toute façon. Mais c'est sûr que si tu avais Guerrero, Guerrero ne frappera pas 4e, ça c'est sûr. Veut faire frapper Santander après, ça arriverait trop loin. Puis John Schneider, il l'a dit. Même 3e, il n'aime pas ça parce qu'il dit des matchs où le match se termine, puis que Guerrero est dans la boîte, puis qu'il n'a pas réussi à aller frapper. Lui, ce qu'il disait, c'est que c'est à peu près 18 fois par année. 18 présences de plus au bâton en moyenne pour un deuxième frappeur versus un troisième frappeur. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il a l'air de tenir au rôle de numéro 2 pour Guerrero. Mais c'est vrai que dans ce scénario-là, 1, 2, 3, c'est long avant de revenir dans le haut du line-up, là, comme Luc l'a dit. Oui, c'est sûr. Puis là, on parle de 18 présences de plus. Par contre, c'est pas vrai que c'est 18 présences importantes. Là. Ça va arriver à quelques reprises dans la saison, mais ça va être très, très sporadique. Donc, est-ce que tu veux vraiment y aller avec Vladimir au deuxième rang pour avoir ces 18 présences de plus là au bâton? Il faut en prendre puis en laisser. Je comprends que probablement que le département de l'analytique, là, on revient, la saison recommence, on peut les appeler les petits génies, là, mais eux, c'est sûr qu'ils vont prêcher dans ce sens-là. Mais il faut quand même justement balancer cet alignement offensif-là. Puis moi, si il manque un 4e ou un premier frappeur. Si tu amènes un vrai premier frappeur, ton 4e frappeur, tu l'as, c'est Santander. Puis il n'y a pas de problème. C'est un frappeur de puissance. Oui, il va avoir des retraits au bâton, mais il n'y a pas de problème. Il va faire produire des points. Donc, il manque un frappeur dans le top 4. C'est la conclusion chez les Jays qu'il va falloir régler dans les prochains mois si on veut se rendre plus loin que dans les dernières années. On a Matt ici qui nous demande, comme on sait que les Jays sont en manque d'attaque, quel lanceur que les Blue Jays pourraient sacrifier pour un frappeur de puissance? Puis ça se combine peut-être bien aussi avec une question ici que j'avais, que je n'arrive pas à retrouver parce que vous êtes très, très bon pour nous envoyer beaucoup de questions. Là. Ah, je l'ai. J'aimerais connaître votre rotation parfaite des Jays. Je pense que les deux questions sont liées. Tu sais, toi, est-ce qu'il y a un lanceur? Parce que je ne pense pas que ça prendrait juste un releveur pour aller chercher un frappeur de puissance, quoique les Mariners l'ont fait pour Teoscar contre Eric Swanson. Mais, on en prend un bon, là. Ben, il était bon dans ce temps-là. Oui, jadis. Là. Oui, c'est ça. Écoute, la rotation, j'y vais avec Gausman premier, Berrios 2, probablement Bassett 3, Scherzer 4, Bowden Francis 5. Je ne sais pas si juste avec un lanceur de l'alignement, tu as ce qu'il faut pour aller chercher un bon frappeur. Est-ce que tu as la banque d'espoir pour le faire non plus? Je ne sais pas jusqu'à quel point, surtout avec la saison qui approche. Tu sais, durant l'hiver, peut-être, avec la saison qui approche, c'est plus dur à faire. Là. Je pense qu'ils vont avoir de la misère à aller chercher un frappeur. À moins que JD Martinez est encore libre. Hein? Oui, il est encore libre. Est-ce que c'est la solution? Je ne suis pas sûr. Ça ne s'est pas nécessairement bien passé dernièrement, mais c'est sûr que tu amènes un bâton de puissance. Quand ça va bien, c'est sûr qu'il peut changer cet alignement offensif-là. Du côté de la rotation, moi, le seul qui aurait, s'il connaît un bon début de saison, là, qui aurait une certaine valeur pour aller chercher ce bâton-là, parce que j'ai pas l'impression que les Jays vont échanger un Gausman ou un Berrios pour aller chercher un bâton dans le top 4. Je pense pas que ça va arriver. Donc, pour moi, ce serait Bowden Francis. S'il connaît du succès, peut-être qu'il pourrait, pas seul, là, il faudrait ajouter des pièces dans une éventuelle transaction, mais il pourrait servir d'appât pour aller chercher un petit peu de renfort offensivement. Mon père ici qui nous mentionne, moi, je risquerais avec Varsho au deuxième rang. Aimes-tu cette idée-là? Ce serait Bichette 1, Varsho 2? J'imagine. Ben, il faudrait que, on parlait des Ménez tantôt, il faudrait que Varsho nous démontre qu'il est capable de frapper de façon régulière. Dans les dernières années, défensivement, c'était extraordinaire. Offensivement, c'était très difficile. Là, oui, il y a un bon camp, mais de le faire durant 162 matchs ou à tout de moins une bonne portion de la saison, c'est un autre dossier. Puis ça vient avec des responsabilités. Hein. Plus tu frappes haut dans l'alignement, ça vient avec la pression. Je ne sais pas s'il serait capable de soutenir ça tout au long de la campagne. Mais si le début de saison se déroule comme le camp d'entraînement s'est déroulé jusqu'à maintenant,
pourquoi pas l'essayer? Puis tu es capable d'alterner gaucher-droitier aussi, ce qui est quand même un plus dans cet alignement-là. Ouais, c'est pas facile à faire tellement il y a de frappeurs droitiers. Quoi qu'on ajoute beaucoup de gauchers, mais tu sais, c'est Oui. pas des. Santander est ambidex, là, mais je veux dire, les gros frappeurs sont droitiers à Toronto. Ouais. Ça, c'est sûr. On a une question de Louis ici. Advenant que Bichette et Guerrero quittent les Blue Jays, le baseball est-tu appelé à quitter Toronto? Je pense pas. Les Blue Jays sont quand même bien établis à Toronto. Oui, puis il va quitter dans d'autres villes avant de quitter à Toronto. Là. On a d'autres dossiers plus précaires à régler avant de régler, entre guillemets, celui des Jays. Là. Puis, tu sais, c'est pas un problème de propriétaires non plus qui ne veulent pas dépenser. On l'a vu durant la saison morte. Fait c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose à faire avec les Jays qui ont le marché du pays au complet. Par contre, ce ne sera pas facile d'y aller d'une certaine reconstruction si on perdait ces deux éléments-là. Je pense que la nuance à apporter, c'est si jamais Toronto n'avait pas d'équipe, est-ce que ce serait, mettons, un club d'expansion, vu que c'est au Canada en ce moment, je ne pense pas. Mais je veux dire, en ce moment, ce n'est pas un club qui est en danger, là, même si ils ont reconstruit dans les dernières années, puis il n'y a personne qui a parlé des sorties. Donc, non, je m'attends à ce qu'il reste. Puis quand ça va bien à Toronto, là, si tu veux jouer pour les Jays, là, c'est une ambiance incroyable. Les gens sont au rendez-vous. Il faut leur donner ce bonbon-là. Puis dans les dernières années, on ne l'a pas fait. Non, exact. Louis encore qui nous dit Teoscar Hernandez, un des meilleurs frappeurs, on en parlait tantôt. Pour les Dodgers, une mauvaise transaction que les Jays n'auraient jamais dû faire. Ils auraient pu au moins réparer leur erreur. Puis moi, je pense que si, tu sais, ils voulaient revenir avec les Dodgers, mais je pense que si tu y lançais beaucoup d'argent, probablement qu'ils considéraient un retour à Toronto. Tu sais, il s'entend tellement bien avec Vlad, il s'est entraîné avec Vlad cet hiver. C'est probablement pas le seul hiver où ils se sont entraînés ensemble, évidemment. Je le comprends d'être de retour avec les Dodgers, mais je pense que les Blue Jays auraient pu rendre la situation, la décision un petit peu plus difficile pour Teoscar en y mettant de l'argent sur la table. Certainement. Tu mets l'argent sur la table et Vladimir, qui est un grand ami, je pense que le choix aurait été différent. Je n'ai pas l'impression que dans ce dossier-là, les Jays sont allés très loin. Ils sont allés très loin dans plusieurs dossiers cet hiver. Peut-être pas celui-là. Puis, tu sais, ils ne sont pas nécessairement à blâmer. Là. Oui, on aurait pu aller rechercher Vladimir, Teoscar, mais ce n'était pas nécessairement une priorité. On avait d'autres choses à adresser cet hiver. Et puis l'arrivée de Santander fait en sorte que ce besoin-là de frappeur est comblé. Puis Santander, il peut frapper de la gauche. Mais c'est sûr qu'en ce moment, je suis sûr que Guerrero, il serait content si jamais son ami Théo était en ville. Puis la chimie a l'air quand même d'opérer avec Jiménez, avec Santander. Fait que c'est une bonne chose pour Vlad. Ouais. Mais tu aurais ajouté un Teoscar, ça aurait été quand même une coche de plus. Mais Sébastien, n'oublie pas, il fallait les briser. Là, ils étaient comme trop amis. Là, oui. Ben... Ça trop bien. Trop bien. Il n'y a pas de succès en série, mais je veux dire mieux que 2024, mettons. Ben, le problème, ça devait être Lourdes parce qu'on l'a échangé, on l'a quasiment donné. Oui. C'est ça. David ici qui nous mentionne les demandes salariales déraisonnables de Vlad ne font pas en sorte que Beau Bichette devient maintenant le joueur de concession. La réponse est non, parce qu'on en parlait un petit peu en début de podcast, mais Beau Bichette, il ne veut pas rester à Toronto. Il reste 1 an de contrat. S'il y avait un contrat à long terme, je te dirais oui. Mais là, David, dans les circonstances, Beau Bichette, s'il n'est pas échangé à la date limite des transactions, les Blue Jays vont avoir un choix compensatoire quand il va signer avec une autre équipe parce que je ne m'attends pas du tout à ce qu'il soit là en 2026. Sébastien, allons-y avec ailleurs dans le baseball majeur. On a beaucoup de questions que je vois ici. Fait que continuez d'en poser. Ça nous fait vraiment plaisir là, de voir toutes ces belles questions-là. On va y répondre pendant la période de questions vers la fin. Mais il y a 2-3 petits sujets d'actualité desquels on voulait parler. Et il y a une question sur laquelle je suis assis depuis le début du podcast. Sébastien, je te l'envoie. Avec toutes les mauvaises nouvelles des Yankees, est-ce que Sébastien a passé une bonne semaine dans son ensemble? Mais c'est donc bien gentil comme question, ça. Prochaine question. Je suis seulement ici pour ne pas avoir d'amende. Excellent. Prochaine question. J'en ai une, mon homme. Avec Garrett Cole qui va devoir subir l'opération Tommy John,
Croyez-vous que les Yankees trouveront le moyen de faire les séries éliminatoires? Aussi, qui entre Will Warren et Carlos Carrasco, qui est invité au camp, sera le 5e partant de leur rotation? Parce que, tu sais, je veux pas tourner le fer dans le plaie, Sébastien, tu me connais. Là. Moi, je vais le faire pareil. Moi, je suis gentil comme tout. Là. Oui. Marcus Stroman est passé de j'ai-tu une place dans la rotation à j'ai une place dans la rotation des séries en genre 2 semaines. Oui. Ça c'est problématique. Ouais. Ça, on va Mais se pour le ça, dire, comme ça a été posé très, très vaillamment d'ailleurs, il faut faire les séries pour ça. Oui. Pour ça, j'ai pas l'impression que c'est vraiment un enjeu. Tu sais, l'an dernier, Garrett Cole, il n'a pas été là avant le mois de juin, puis il n'a pas été le vrai Garrett Cole avant la mi-août à peu près. Donc, puis les Yankees s'en sont très bien sortis. Là, je comprends qu'il ne sera pas là de l'année. C'est une autre chose. Louis Hill va rater une bonne partie de l'année aussi. Mais je ne peux pas croire. Tu sais, dans le cas de Garrett Cole, on va recevoir 27 millions des assurances. Il faut dépenser cet argent-là. Oui, le salaire de Cole demeure sur la masse salariale, donc il compte dans le calcul du seuil de la taxe de luxe. Mais les Yankees ne peuvent pas se permettre de rester assis sur leur laurier, avoir leur meilleur lanceur sur la liste des blessés pour l'entièreté de la saison, puis regarder la parade passer. Tu sais, la rotation des Yankees en ce moment, sans Garrett Cole, sans Louis Hill, est quand même meilleure que celle des Orioles de Baltimore. Oui. Donc, tu dois commencer la saison. Je comprends qu'on ne veut pas nécessairement faire d'y aller avec une panique générale à New York puis payer un prix de fou pour faire une transaction. Tu vas commencer la saison avec les éléments que tu as en place, mais selon comment la saison se déroule, tu vas devoir faire des ajustements. Puis tu ne peux pas. Dans une saison comme celle-ci où tu as des embûches, tu dois les surmonter. C'est aussi simple que ça. Cette rotation-là, Max Fried s'enligne pas pour être le lanceur pour le premier match. Probablement une question de. Pars-moi pas là-dessus. Je vais te partir, mon homme. Oui. Probablement une question de où est-ce qu'il est rendu, le nombre de jours où il lance. Je comprends que le jour d'ouverture, c'est quand même bien juste une journée, puis qu'après ça, tu peux être l'as de la rotation, même si tu lances les matchs 2, 7, 12, peu importe. Mais c'est une décision. Hein? C'est comme s'ils ne sont pas capables d'arranger ça pour qu'il arrive le 27 au lieu du 29. Là, non, c'est vraiment impossible. Là. On est quand même juste à genre 2 semaines et demie. Là, oui, c'est totalement impossible qu'il lance le premier match de la saison, qui, si je ne me trompe pas, est à New York. Tu es au Yankee Stadium, tu as la chance de mettre ton meilleur lanceur disponible. Garrett Cole n'est pas disponible. Puis là, tu vas hésiter. Puis là, je martèle le mot hésiter entre Carlos Rodon et Marcus Stroman. Marcus Stroman qui avait dit non l'an passé pour des raisons à peu près similaires aussi. Coudon, il n'y a personne qui veut le lancer, ce maudit match-là. Je vais y aller, là. S'il n'y a personne qui veut le lancer, je vais y aller. Moi, lancer au Yankee Stadium, un match d'ouverture, devant 40 quelques mille personnes. C'est incroyable, pareil. Oui, au final, ça n'a pas nécessairement un impact, mais pourquoi qu'on n'y va pas dans l'ordre et qu'on donne le ton à cette saison-là? On dirait que, là, j'exagère un petit peu, mais on dirait que seulement dans l'univers des Yankees que ce genre d'affaires-là arrive. C'est pas catastrophique, là, mais j'aurais aimé voir un Max Fried qui commence la saison, qui est allé avec un Rodon lors du match numéro 2. Tu ne peux pas commencer la saison à New York avec Marcus Stroman, qui n'était pas dans les plans il y a quelques jours à peine. Là. Il était sur le bloc des transactions depuis plusieurs mois. Puis c'est lui qui va peut-être lancer ton match d'ouverture. Oui, mais Sébastien, il n'est pas arrivé en retard au camp d'entraînement. Il était d'avance. Oui. Dans son monde à lui, là. Mais... Oui, c'est ça, oui. Tout le monde est là, il arrive après, mais il est d'avance. Oui, évidemment. Okay, d'accord. Il n'a pas dit que les autres étaient vraiment d'avance, mais en tout cas, on va le laisser. Il est stressé, il y a un match d'ouverture à lancer. Là. Oui, OK, on ne le dérangera pas. Les Yankees vont devoir trouver une solution. Est-ce que Trevor Bauer est cette solution-là? Pas à mes yeux, du moins. Là. Non, la réponse est non. Puis, étant donné que je n'élaborerai pas sur cette question-là, parce que la réponse va demeurer non, je vais revenir sur celle de tantôt entre Will Warren et Carlos Carrasco. Oh, c'est vrai. On n'y avait pas répondu. Pour moi, j'irais avec Warren. On l'a amené dans des circonstances pas faciles tout au long de la dernière saison. Là, je pense que c'est le temps d'y donner un rôle un petit peu stable.
qui débute la saison. Si ça se passe mal, tu as le vétéran qui est là, Carrasco, que tu sais à quoi t'attendre, qui peut arriver en renfort, mais je donnerais la chance aux jeunes de prouver sa valeur dans des meilleures circonstances que l'an dernier. Est-ce que Sandy Alcantara va être un facteur un jour? Ben, en tant que fan, je dirais oui. Ça va coûter un prix probablement astronomique, quoique avec les Marlins, on ne le sait jamais. Là. Ouais. Mais Juste de prendre son salaire, ils vont dire « Ah, merci! » Exactement. Je pense que si on est dans une course, qu'on a les éléments en place pour penser répéter nos exploits de l'an dernier, on le sait qu'Alcantara, c'est peut-être pas Garrett Cole, mais il s'en rapproche. Donc, tu le remplacerais à faible coût dans le sens que ce n'est pas un salaire astronomique. Il devient joueur autonome à la fin de la prochaine campagne, mais pour le moment, ça reste quand même raisonnable. Si tu es capable d'avoir les éléments pour payer ce prix-là, tu dois le faire. Giancarlo Stanton aussi qui est blessé, tu n'as pas de Juan Soto. Tu sais, en ce moment, les partisans des Yankees ont des questions par rapport à ce début de saison-là 2025. Donc, ça m'amène un peu à cette question-là de Louis qui demande Aaron Judge va-t-il gagner un jour la Série mondiale? La question est intéressante parce que, tu sais, sans Juan Soto, là, ça tourne principalement alentour de deux gars. Garrett Cole, qui est ton meneur sur le monticule. Aaron Judge, qui est ton meneur en général. Là, Garrett Cole, il ne sera pas en top shape d'ici 2027, probablement. Là. C'est ça, un Tommy John au camp d'entraînement. Là, il va revenir sûrement en 2026. Mais écoute, pour lancer peut-être une quarantaine de manches sur 10 sorties, ce ne sera pas Garrett Cole. Non. Garrett Cole, là, ça va être Garrett Cole. J'ai un coude qui est encore un peu amoché. Aaron Judge ne rajeunit pas non plus. L'horloge fait tic-tac là, à New York. La fenêtre se referme. Ouais. Là, je vais juste faire une petite parenthèse. Là. Durant sa réhabilitation, Garrett Cole va pouvoir se pratiquer à couvrir le premier coussin. Fin de la parenthèse. Mais c'est pour revenir à la fenêtre des Yankees, c'est sûr qu'on a un club qui est relativement vieillissant. On a des jeunes joueurs, des Austin Wells, Anthony Volpe qui poussent. Par contre, on a des vétérans qui sont vers la fin de leur carrière. Puis je ne parle pas nécessairement d'Aaron Judge, mais si Aaron Judge n'est pas bien entouré, bien, ça se peut qu'il termine sa carrière sans remporter le titre ultime. Ça pourrait le hanter, surtout les circonstances de la Série mondiale 2024. Si ce gars-là ne gagne jamais, c'est pour ça que c'est le fun à certains points de voir que certaines vedettes ont déjà. Juan Soto, c'est réglé. Shohei Ohtani, c'est réglé. Il y a une couple de gars comme ça que tu fais au moins le jour où ils seront à Cooperstown, tu ne te diras pas oui, mais ils n'ont pas de bague. Oui, puis la pression retombe un petit peu. Plus ça va, plus le temps avance que tu n'as toujours pas de bague, la pression monte aussi. Fait que c'est pas facile. Assurément. Sébastien, Yadier Molina comme gérant des Cubs, un jour, ça se pourra pas dans le sens où, comme à court terme, ils ont un gérant qui n'a pas l'intention de tasser. Là. De toute façon, ils sont trop cheap pour le tasser. Mais on dit ça parce que Yadier Molina a dit que lui veut devenir gérant. Quelle surprise. Et il serait prêt, comment tu l'as dit, il serait prêt à trahir les Cardinals de Saint-Louis. Je ne déteste pas cette analogie-là. S'il y a une des 30 équipes du baseball majeur qui est prête à lui faire signe, il est prêt à écouter. Et si c'est les Cubs de Chicago, c'est les Cubs de Chicago. Écoute, si Yadier Molina devient gérant des Cubs de Chicago ou d'un club comme ça, là, qui est un grand rival des Cardinals de Saint-Louis, il est mieux d'être bon, parce que sinon sa réputation va en prendre un maudit coup. Mais il va l'être, bon. Je suis sûr et certain. Il gérait déjà quand il jouait. C'est ça. Il a passé 20 ans à gérer un club. Là. Oui. Il va juste continuer à le faire. Mais dans un uniforme des Cubs, parce que les gérants portent l'uniforme aussi, on dirait que c'est encore pire au baseball. Au hockey, ils sont en complet. C'est vrai. Comme, mais là, sauf ils John portent l'uniforme. Oui, va ça, ouais. On ne s'éternisera pas là-dessus. Mais on dirait que c'est encore pire, de le voir dans un uniforme de l'ennemi. Ouais. Puis dans mon texte, oui, j'ai dit trahirait. C'est un petit peu entre guillemets parce que s'il y a une offre de contrat, il va la prendre puis on le comprend. Il veut gérer dans le baseball majeur. Mais j'ose espérer que les Cards ne laisseront pas passer cette opportunité-là d'avoir Yadier Molina comme gérant. Surtout qu'Oliver Marmol,
c'est pas l'homme la situation à Saint-Louis. Oh non! C'est pas comme si on avait un gérant là, tout étoile dans l'abri des Cards. C'est pas le cas. Fait on peut pas laisser passer cette occasion-là. Moi, je ramènerais Tony La Russa. Ouais. OK. Mais hey, j'ai hâte à l'hiver prochain parce que l'hiver prochain, là, Skip Shoemaker va peut-être vouloir cette job-là si Bruce Bochy reste comme gérant des Rangers. Albert Pujols veut la job. Yadier Molina veut la job. Hey, si t'es les Cards, là, tu peux pas insulter comme tous tes anciens joueurs d'un coup non plus, mais tu veux pas donner une job par pitié. Tu sais, j'ai l'impression. Skip Shoemaker, j'ai l'impression qu'il s'en va gérer les Rangers du Texas en 2026. J'ai l'impression que ça va jouer entre Molina et Pujols, puis t'as pas le choix de prendre Molina. Tu sais, je sais que Pujols, c'est Pujols, mais comme il y a une raison pourquoi le receveur est jamais parti puis que le frappeur de choix est allé jouer 10 ans à Los Angeles. Si Molina veut la job, t'as quasiment pas le choix. T'as le choix, mais tu l'as pas. Tant que ça. Tu l'as pas. Tu l'as juste pas. Je pense pas que Shoemaker se sentirait délaissé dans cette situation-là. Il comprendrait. Puis il y a d'autres opportunités ailleurs. Tandis que tu ne peux pas passer à côté d'un Yadier Molina qui était le visage de ta franchise. Oui, avec un Pujols, mais quand même, c'est lui qui a passé toute sa carrière avec les Cards. C'est lui qui a dirigé cette formation-là derrière le marbre. Tu dois le placer dans l'abri. Oui, c'est probablement la décision que je prendrais. Puis, tu sais, les Cards, ils ne gagneront pas la Série mondiale dans les 2 prochaines années. Fait que ça te laisse le temps aussi de rembarquer un peu on the fly. Oui. Mais tu sais, un gérant, c'est ça. Ça fait des années qu'il appelait les lancers. Là, à peu près ce qui est différent, c'est d'inscrire un alignement des frappeurs, ce qu'il est capable de faire, puis de choisir quel releveur amener. Il est capable de sélectionner des releveurs. Tu sais, j'exagère, là, une job de gérant, c'est beaucoup plus que ça, mais il est capable d'être gérant. Il a dit à Molina. Là. Je me demande s'il ne le faisait pas déjà. Là. Parce que oui, il appelait les lancers, mais on l'a vu à la seconde où il a quitté le vestiaire des Cards, ça a été une catastrophe. Fait que, Yadier Molina, c'est beaucoup plus que le receveur qu'on a vu durant toute sa carrière. Ben, un receveur comme ça, c'est la même chose pour Buster Posey à San Francisco. Là. On en a déjà parlé, mais regarde en 2020, l'année où est-ce que il a décidé de ne pas jouer à cause de la COVID. Les Giants étaient bien ordinaires. Il est arrivé en 2021, ils ont eu genre 107 victoires, il est reparti, puis ils sont devenus pas bons. Tu sais, un receveur comme ça peut avoir vraiment de l'impact. Adley Rutschman, il est arrivé à la seconde où il est arrivé, les Orioles sont redevenus bons. Un receveur dont on parle peu aussi, puis je pense qu'il va falloir commencer à le nommer. Tu sais, on en parle souvent, mais il va falloir vraiment commencer à le nommer parmi les vraiment bons jeunes receveurs du baseball. C'est William Contreras à Milwaukee. Quel impact ce gars-là a sur les Brewers, c'est fou, là. Oui, il a complètement changé il a changé un petit peu la philosophie chez les Brewers quand il est arrivé. Puis c'est ça qu'un receveur peut faire si c'est justement un leader, si justement il a ces qualités-là. Puis tu parlais de Posey, on s'entend que c'est le fit parfait. Là. Buster Posey, moi je le vois comme directeur général. Ce ne serait pas nécessairement un gérant, mais Yadier Molina, c'est un gérant. Ouais. C'est ce genre de leader-là qui peut amener ses troupes au prochain niveau, tandis que Posey, c'est un cerveau incroyable. Puis oui, il y avait un impact quand il était là. Puis là, il va en avoir un impact, je pense, comme dirigeant des Giants. J'ai l'impression que les Giants, c'était souvent l'enfant pauvre de la section ouest, là, si on exclut les Rockies. Là, je pense que le vent va tourner un petit peu. On n'arrivera pas aux Dodgers, mais quand même, on va peut-être prendre la bonne direction finalement. Est-ce que Justin Verlander signe à San Francisco si ce n'est pas de poser? Évidemment, on n'a pas la réponse, mais la question se pose. Oui, très bonne question. Sébastien, on a plusieurs questions qui sont en attente comme ça, des questions plus pertinentes que Justin Verlander avec les Giants. Donc, allons-y. C'est pas pertinent, c'est qu'on le sait pas. Ben non, exactement. Mais c'est pour ça que je dis qu'ils sont plus pertinentes. Écoute, arrêtons avec mes questions niaiseuses, puis allons-y avec les questions du public. On y va. Question ici de la part de Matt qui nous demande « Est-ce le temps pour les Dodgers de couper Chris Taylor? Il est tellement mauvais au bâton depuis 2 ans que je ne sais pas pourquoi il est encore avec les Dodgers. » Qu'est-ce que tu fais, toi, si tu es les Dodgers avec Chris Taylor?
Je ne sais pas si on est rendu là. Je pense qu'on va y venir durant la saison. L'avantage de Taylor, c'est sa versatilité. Je pense que c'est pour cette raison-là qu'il est encore là. Puis on le connaît. On le sait que durant certaines séquences pendant la saison, peut-être même en séries éliminatoires, il peut devenir un frappeur extraordinaire. T'sais, il ne l'a pas fait de façon constante dans les dernières années, mais on sait à quoi s'attendre, connaît l'environnement. J'ai l'impression qu'on va commencer de cette façon-là, puis qu'on va voir comment les choses vont se dérouler. Prédiction ici de la part de Louis. Paul Skeens va quitter les Pirates après 6 ans comme agent libre. Je pense qu'il n'aura même pas la chance de quitter après 6 ans parce que j'ai il va se faire quitter. Il va se faire quitter. Mais écoute, Louis, oui, s'il est encore là au bout de 6 ans, donc dans 5 ans, il quitterait, mais il va être échangé avant Paul Skeens. C'est malheureux, mais ça va faire comme Garrett Cole. Là, il va aller jouer 1 ou 2 années quelque part, puis il va signer comme agent libre un gros contrat quelque part. J'ai vraiment l'impression que la route de Garrett Cole est bonne. 5 ans avec les Pirates, 1 année ou 2 avec un club comme les Astros, puis après ça, le gros contrat. Ouais. Tu l'as dit, c'est malheureux. Puis les Pirates, ils ne sont pas peureux des échanger tôt. Tu sais, souvent, il y a des équipes qui vont attendre à la toute dernière minute, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Les Pirates, peut-être qu'ils ont un plus gros retour parce qu'ils échangent plus tôt. Mais malheureusement, ça fait qu'on n'a jamais un club qui est capable d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu depuis 2015? À peu près. David qui nous dit avec la situation de Devers à Boston, Vlad pour Devers devient une option win-win pour les deux équipes. Je ne suis pas d'accord pour la simple et bonne raison du contrat. Parce que en tant qu'agent libre en devenir, les Red Sox n'iront pas chercher Vladimir Guerrero Jr. Et s'il y a un contrat à long terme, ben les Blue Jays ne l'échangeront pas. Ouais, il faudrait que ça soit trade and sign, mais je pense pas que ça va arriver. Ouais. Puis, tu sais, oui, sur papier, peut-être que les deux équipes seraient gagnantes parce que Vladimir aurait le contrat qu'il désire et Devers quitterait l'équipe qui ne semble pas nécessairement apprécier parce qu'il dit qu'il ne serait pas fermé à l'idée d'une transaction s'il était déplacé du troisième but. Donc, ça reste sur papier parce que quand on regarde les composantes de cette situation-là, j'ai pas l'impression qu'une avenue possible pour que ça se réalise. On a un petit commentaire, excuse-moi, qui est intéressant ici. Étouffe-toi pas. Parle un peu. Oui, c'est parce que je ne vois pas la question, je pourrais partir dessus, mais good. Les Dodgers sont tout simplement exceptionnels. Mookie Betts, un des joueurs les plus complets dans le baseball majeur. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire sur papier. Les Dodgers, est-ce qu'une équipe qui s'en approche? Pas vraiment. Tu regardes cette rotation partante-là, il n'y a aucun trou. On a vu Yamamoto, Sasaki lancer durant le camp printanier. C'est extraordinaire. Il n'y a personne qui touche à leur balle ou presque. Il va falloir rester en santé, par contre. C'est là que ça va jouer. Si les Dodgers commencent à avoir plusieurs blessures, c'est peut-être là qu'une équipe pourrait se faufiler. Donc voilà, je t'ai lancé la balle au bon. Celui vas-y, toi aussi, là. Oui, écoute, je suis vraiment d'accord. C'est un joueur comme ça qui, à son âge, accepte d'aller à la réco. Pour moi, ça dit ce que ça veut dire. Il est prêt à tout pour gagner un championnat. Il y en a 3. Y a-t-il un joueur actif qui a plus de bagues que lui? Je pense pas. Je pense pas, non. Autant, il y en a probablement un qui en a 3 quelque part que j'oublie peut-être. Mais écoute, c'est pas pour. Ce gars-là est un champion. C'est un ADN de champion pur et dur. Et ce n'est pas la situation idéale. Là. Les Dodgers pourraient avoir une meilleure formation si Mookie Betts n'était pas à la réco. Imagine avoir tout ce cash-là sur un alignement puis pas avoir d'Areco. Oui. C'est drôle pareil, là. Il y en a eu des bons là, dans les années. Là. Corey Seager, ils ont eu Trey Turner, ils ont eu Manny Machado. Ils ont eu quand même plusieurs Areco de premier plan. Puis là, ben, ils ont Miguel Rojas, puis ils patchent un peu en amenant Mookie Betts. C'est drôle quand même. Mais je pense qu'il jouerait à 8, pas de joueur d'Areco, puis il s'en sortirait pareil la plupart des soirs. Ouais, il pourrait quand même avoir une saison de 90 victoires. Oui, c'est ça. Le commentaire que je voulais mettre tantôt, c'est Bobby ici qui nous dit « Bonsoir, première fois que je vous écoute en direct de la France, je suis ému. Je ne sais pas si tu es encore à l'écoute parce qu'il est rendu oui, il est tard. Du côté de la France. Là.
Je pense qu'avec le décalage, il n'est pas 3 heures, il doit être 2 heures en ce moment, mais peu importe. Là, il est assez tard. Moi, je ne t'offrais pas nécessairement aussi tard tous les soirs, quoique, bon, avec les Canadiens à Seattle, j'aurais peut-être pas le choix. Ça. En tout cas, moi, je ne t'offrais pas aussi tard pour t'écouter, ça, c'est sûr et certain. Non, c'est sûr, ça, c'était le mais c'est super qu'on soit écouté jusqu'outre-mer, puis que ça fasse découvrir ce si beau sport-là. Absolument. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent au Québec et partout à travers la francophonie. Question ici de David. Est-ce que David Schneider sera retranché après le camp d'entraînement? Jimenez, Barger, Berroa font bien. Je ne sais pas jusqu'à quel point les Blue Jays vont oser. Puis je dis oser, il n'est vraiment pas intouchable, David Schneider non plus. Mais c'est un joueur qui amène, qui a quand même une certaine utilité quand il est à son meilleur. Moi, par contre, Sébastien, il y a un joueur que j'aime bien, puis il a été nommé là-dedans, c'est Léo Jimenez. Dans un rôle de joueur de milieu d'avant-champ, c'est sûr que, là, bon, avec Andrés Jimenez et avec Beau Bichette, ce ne sera pas simple d'avoir du temps de jeu, mais moi, Léo Jimenez, c'est un joueur pour qui je ferais de la place. Certainement. Puis tu parles des Jimenez, moi je vais te parler de Barger. Oui. Cet élan-là, là, c'est-tu violent à ton goût? T'sais? Le jour où ce gars-là va débloquer, le jour où ce gars-là va Exactement. comprendre quelque chose, ouf, les Blue Jays vont être contents de l'avoir. C'est exactement là où je m'en allais. Ce gars-là a tout. Je pense que à un moment ou à un autre, il va arriver à débloquer. On ne sait pas quand. Mais on a de bons éléments qui sont supérieurs à Schneider, malheureusement pour lui. J'ai l'impression que plus le temps va avancer, plus on va passer à autre chose dans son cas. Louis nous demande ici, Shohei Ohtani va-t-il répéter ses exploits de l'an passé, 50 circuits, 50 buts volés? Peux-tu finir ma question? Non. 50 buts volés. No, OK. Hey, on est rodé à soir, là. Mais non, le fait qu'il va recommencer à lancer, ça va probablement jouer contre lui. Il va avoir une belle saison à sa manière, mais je ne pense pas que ça va repasser par le 50-50. Non, puis il va avoir une belle saison sur la butte, j'ai l'impression. Ce sera pas, il lancera pas des longs matchs, mais quand même, ça va rester impressionnant ce qu'il va faire au monticule, en plus de continuer à faire ce qu'il fait au bâton. Ce ne sera pas ces chiffres-là. Il n'y aura pas de 50-50. Mais tout ça mis ensemble, ça va s'équivaloir. Oui, absolument. Il va avoir une saison de 9-10 de WAR quand même, puis il va gagner le MVP. Là, il y a des bonnes chances, du moins. Le pire contrat de l'histoire du baseball, Anthony Rendon, 245 millions de dollars. À mes yeux, je pense que c'est un pire contrat que Steven Strasburg, même s'il n'a pas lancé. Ben oui. En plus, ça vient avec l'attitude. Strasburg, il essayait, il faisait tout ce qu'il pouvait pour. Il travaillait pour revenir. Ouais. Anthony Rendon, il n'y en a rien à cirer. Là. Lui, c'est comme un sideline. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bof. Fait que, il ne fera pas les efforts nécessaires pour revenir au jeu. J'allais dire, malheureusement, on a peut-être vu le dernier match d'Anthony Rendon dans le baseball majeur, mais quasiment heureusement. Oui, c'est ça. Quand tu as dit que ton ton laissait croire que tu t'étais trompé dans ton affirmation, puis je me disais, voyons, il a probablement joué son dernier match. Ah non, c'était le malheureusement. Oui, c'est ça. Tu vois, Sébastien, on a Bobby qui nous confirme d'ailleurs qui est encore à l'écoute. Il est 2h du matin. Et on a un commentaire ici de Kimozo qui nous dit « C'est la première fois que je vous écoute de la Suisse. » Donc, on a quelques auditeurs qui nous écoutent d'Europe. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Je sais que le baseball français, quand même, se porte bien. En Suisse, j'en ai aucune idée. Oui, moi non plus. Je la pose, donc, Kimozo, la question « Comment va le baseball en Suisse? » Matt ici qui nous dit « Une bonne transaction. Chris Taylor pour David Schneider, pourquoi pas? » Je comprends pourquoi les Dodgers le feraient. Je ne comprends pas pourquoi les Blue Jays le feraient. Parce que David Schneider, en plus, peut être envoyé dans les mineurs, pas Chris Taylor. Taylor avance plus. Taylor ne répond pas plus aux besoins que les Blue Jays ont comparé à David Schneider. Non, on l'a dit tantôt, les Jays, ça prend un gros bâton dans le top 4. Oui. Ça ne répond pas vraiment à ça. Ouais. Chris Taylor, ce serait un gros bâton dans le top 15. Ouch! J'ai-tu raison ou j'ai-tu raison? T'as raison. Merci.
Le premier ou le deuxième? T'as pas tort. OK. Yannick Denis qui nous mentionne « Avoir ma rotation, je m'ennuie de Jacob deGrom ». Je suis content de te poser cette question-là, Sébastien, parce que ça va te donner l'opportunité de nous rappeler que Clay Holmes est le deuxième lanceur des Mets. C'est vrai, il fallait que je le place à quelque part. Ouais, tu l'as pas dit ce soir. Là, c'est vrai, non, on n'a pas parlé là. des Mets beaucoup. Hein? Non, ben, je suis pas là aussi, là, mais ça, c'est une autre chose. Mais oui, les Mets, ça pourrait être dangereux. Ça pourrait être dangereux. On va avoir de l'offensive, ça, il n'y a aucun doute. Défensivement, on n'est pas trop sûr. Juan Soto, ce n'est pas une merveille en défensive. Ailleurs, dans l'alignement défensif, on a quelques trous. Mais dans la rotation, là, on a des blessés. Ça paraît encore plus. Mais qui nous dit qu'il n'y aura pas d'autres blessés durant la saison? Puis je me répète, là, Clay Holmes ne peut pas être dans la rotation partante des Mets de New York. Que tu l'amènes dans l'enclos, qu'il redevienne le closer qui a été avec les Yankees durant sa bonne période, j'ai aucun problème avec ça. Il ne peut pas être dans la rotation d'une équipe qui aspire à battre les Dodgers en série de championnat. Là. Non, ça ne marche pas. Ou s'il est dans la rotation, pas dans le haut de la rotation. Là. Une rotation à 8, puis il est 8e. Hey, ça va en prendre des Japonais pour faire une rotation oui, à 8. C'est ça. Faut que tu n'ailles au moins 3. Là. Oui, c'est ça. Question intéressante ici de Sylvain. Les Braves, les Mets et les Phillies, laquelle ne sera pas des séries? C'est possible que les 3 fassent les séries. On réfléchit à haute voix. Je n'ai pas complété mes prédictions officiellement, Sylvain, mais on va réfléchir à haute voix. Je ne sais pas si je vois plus qu'une équipe de la centrale faire les séries. Ce n'est pas impossible, mais ça se peut qu'il y ait juste une équipe. Puis là, après, ben écoute, je ne pense pas que les Giants sont un club de séries éliminatoires. Fait que ça dépend. Est-ce que les Padres et les Diamondbacks, ces 2 équipes-là passent devant les 2 clubs qui n'auront pas gagné la division Ouest? Je pense qu'il y a peut-être là la question. C'est pas impossible. On dirait que j'ai le goût de prédire que les 3 pourraient faire les séries. Ben, moi, je prédis que les 3 vont faire les séries. Moi, je vois seulement les Diamondbacks se qualifier dans l'Ouest, à l'exception des Dodgers, bien sûr. Donc, je pense que les 3 vont se qualifier. Je ne pense pas que les Padres, ils vont être dans la course là, pendant un bon bout de temps durant la saison, mais je ne pense pas qu'ils se rendent jusqu'au bout. Par contre, pour répondre à la question, si on devait choisir une des 3 qui ne fait pas les séries, on est dans un scénario hypothétique où les Padres, les Giants se qualifient. Je vais y aller avec les Mets. Pour moi, si les Braves sont en santé, si les Phillies sont en santé avec l'expérience qu'ils ont, je vois les Mets ne pas participer aux séries, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils vont faire les séries là, quand même. Hey, ce serait une catastrophe, hein, les Mets pas en série. Puis tu sais, il y a le facteur Mets aussi, hein, que des fois on a tendance à oublier. Il y a le facteur Mets. Moins présent depuis que Steve Cohen est là, mais c'est v'là 2 ans qu'il est comme réapparu quand on s'est mis à échanger tout le monde. Là. Il est réapparu sous l'air Cohen. Fait qu'il est comme on dirait qu'il dort quelque part. Là. Puis à un moment donné, il apparaît. Il n'est pas apparu l'an dernier, on ne le sait pas. Peut-être qu'il n'apparaîtra pas cette année. Mais écoute, il est prêt. Le jour où Yoenis Cespedes va aller se repéter une cheville dans un ranch quelque part. Ben, écoute, ce serait qui l'équivalent de Yoenis Cespedes en ce moment? On est plus tranquille quand même à ce niveau-là chez les Mets. Il y a moins de. C'est certainement pas Brandon Nimmo. Là, hey, non, il a l'air gentil, hein, Brandon Nimmo. D'après moi, c'est pas un fouteur de trouble, ce gars-là. Non, ou s'il fout le trouble, il fait ça très, très discrètement. Oui, un professionnel fouteur de trouble. Oui, c'est ça. Il y a peut-être plusieurs années d'expérience, mais je ne penserais pas, non. Non, c'est ça. Sébastien, pour tous ceux qui nous écoutent d'Europe, on a aussi des gens qui nous écoutent de Shawinigan. Donc, bonjour à toi, DB, qui nous écoutent à une heure plus respectable, disons. Oui. J'ai une question ici de Jean-Michel que je te soumets. Shane McClanahan des Rays, peut-il être une option pour les Yankees vu que les Rays semblent vouloir le garder à long terme? Les Rays veulent garder personne à long terme. C'est dommage, mais je ne pense pas nécessairement que 2025 va être la saison où il va être échangé dans la division en plus. Mais écoute, on ne le sait jamais. Là. Non, on ne sait jamais. Moi aussi, je serais très surpris qu'il soit échangé au sein de la division qu'on va affronter durant je ne sais pas combien de matchs. Là.
Une chose est sûre, par contre, s'il y a une transaction qui implique McClanahan, les Rays, les Yankees, les Rays vont en sortir gagnants. On dirait que les Rays sortent tout le temps gagnants des transactions qui impliquent des lanceurs. Ils vont trouver quelque chose, c'est sûr et certain, puis ils vont sortir gagnants de cette transaction-là. Moi, je pense que si les Rays t'appellent et qu'ils veulent un espoir de ton club sur le monticule, premièrement, non, mais deux choses. Tu dis non, tu raccroches. Puis la deuxième étape, c'est que tu appelles ton staff et tu dis mettez plus d'emphase sur ce gars-là. Oui, il y a quelque chose. T'as pas le choix. Oui. On mise tout sur lui. Oui. On ne sait pas pourquoi, mais on le fait. Sébastien, on est arrivé au bout des questions qu'on a ici, mais il y en a une petite dernière que je veux te poser. On est au bout, on ne l'est pas, là. C'est pas clair. Là. On est au bout des questions des gens, mais pas des miennes. Ah, ça tu vois, c'est dangereux, ça. Oui. Mais tu vas l'aimer, je pense, cette question-là. OK. Les Cubs de Chicago ont annoncé que pour le voyage au Japon, Matt Shaw, le jeune espoir, va faire partie du club. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a fait le club en tant que tel parce qu'on amène un petit peu plus de monde au Japon. C'est un espoir qui performe très, très bien depuis le début du camp d'entraînement. Donc, ma question, ce n'est pas le jeune qui attire le plus l'attention, mais depuis quelques semaines, son nom revient très, très, très souvent dans le baseball majeur. Aimerais-tu ça voir ce gars-là dans le baseball majeur dès 2025 puis voir ce qu'il est capable de faire à Chicago? Certainement. Avec ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé, ce qu'il fait durant le camp d'entraînement, je veux voir ça, je veux continuer à voir ça. Il frappe avec puissance. On voit qu'il y a les éléments en place pour devenir un excellent joueur. Ouais. On veut le voir évoluer sur la plus grande scène du monde du baseball. Est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. À quel moment ça va arriver? Si ça arrive, je ne le sais pas non plus. Mais il y a une chose qui est sûre, on veut voir ça sur la scène du baseball majeur. Assurément. Tu vois, entre-temps, il y a une question qui est rentrée de la part de Sylvain, donc je la soumets. Est-ce que les Rays demeurent encore longtemps à Tampa? Pour vrai, je ne le sais pas. C'est tellement compliqué ce dossier-là. Si j'avais à me prononcer, je vais te dire oui, mais la réponse peut aussi bien être non. J'ai l'impression qu'avec le commissaire Sébastien qui met de la pression un peu pour que le propriétaire vende son équipe, peut-être que là, on se dit vraiment, il est minuit moins une, puis si on amène quelqu'un, peut-être que le projet de stade peut se construire pour de vrai à Tampa Bay. Je pense qu'on va trouver une façon de garder Tampa, les Rays à Tampa Bay, mais je ne te le dis pas avec une grande certitude. Là. Moi non plus. J'ai l'impression qu'on va les garder. Ce ne sera pas sous la même gouverne, mais c'est vraiment le souhait du baseball majeur de Rob Manfred de les conserver à Tampa. Ouais. Je pense qu'on va trouver la bonne recette pour y arriver. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir. Là, on essaie de faire un push avec le propriétaire pour qu'il vende l'équipe. Donc, tu sais, on a quand même le pouvoir pour le faire. Si tous les propriétaires décident que toi, tu ne seras plus propriétaire d'une équipe, ça se peut que tu aies des difficultés à rester en poste. Donc, si on veut y arriver, je pense qu'on va réussir. Là, après ça, il va falloir régler la question du stade. Ça, c'est un autre dossier parce qu'il y a la ville qui est impliquée. On a plusieurs choses. Il y a le côté politique. On dirait tout le temps qu'il y a un revirement politique qui arrive un petit peu de nulle part, qui fait changer le vent de côté. On ne comprend pas tout ce qui se passe nécessairement à Tampa, mais ce ne sera pas facile. Ce n'est pas chose faite. Évidemment, qui dit Rays de Tampa Bay parle de Montréal. Avec les constructions qu'il y a présentement au stade olympique, disons que je serais très, très, très étonné que Montréal soit une option en ce moment. Mais je pense que la sous-question pour les Rays, s'ils restent à Tampa Bay, c'est à quel prix, dans le sens où combien d'années on va jouer là, dans le stade de printemps des Yankees avant d'avoir un stade? C'est pas un projet juste d'un an, cette histoire-là, le rendu là. Non, sauf si on change de propriétaire. Là, le propriétaire actuel est réticent à payer une partie des rénovations et tout. Si on amène un propriétaire avec les poches profondes, peut-être qui veut investir dans le Tropicana Field en attendant de construire un nouveau stade, peut-être que les choses peuvent changer, mais ce n'est pas une situation idéale là, de jouer dans un stade de 3A pour toute la saison et peut-être plusieurs autres par la suite. Excuse-moi, tu dis un stade de 3A, c'est quand même un stade de A fort, là. Okay, c'est un stade de camp d'entraînement, mais quand même, on s'entend là-dessus. Ça reste le stade des Yankees, là. Sois pas impoli.
Non, c'est ça. Pour l'avoir vu, il est plus gros que les autres. C'est pas, Oui, c'est pas, c'est ça. à côté, tu as les Phillies et les Blue Jays, c'est pas la même catégorie. Là. Non. Mais ouais, ça va être spécial. Mais tu m'as fait rire quand même quand tu as dit quelqu'un que les poches profondes ne t'aiment pas. Si on les poches profondes, ils vont l'envoyer à Nashville, là, voyons donc. Oui, ou c'est les White Sox qui vont s'en aller à Nashville. Là. Ouais, ça, j'y ai jamais cru. Hein. Ouais, non, c'est ça. Ouais, il va peut-être avoir un jeu de Tetris, là. Un qui Ouais. s'en va là, puis ouais, on va combler les trous, puis tout le monde va être heureux. Où les Rays vont aller à Chicago, puis Chicago va aller à Nashville, puis le club d'expansion à Montréal. Tu vois. Oui, Ah ouais, écoute. oui. Malheureusement, on n'est pas en avance sur Tampa, c'est ça le problème. Non, sans dire long sur. C'est ça. Ouais. C'est triste, mais c'est ça. Ouais, quand même. Sébastien, ça met fin vraiment là, aux questions qu'on a dans la banque de questions. Il y a quelqu'un qui peut me faire mentir dans la prochaine seconde. Mais, donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont posé les questions. Là, beaucoup d'engagement encore une fois cette semaine, donc c'est super apprécié. Continuez de nous écouter les mercredis soirs à 20h, heure du Québec, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube pour ceux qui veulent nous écouter en live. Et sinon, Sébastien, ceux qui veulent nous écouter dans un format podcast plus traditionnel, c'est possible de le faire aussi. Oui, puis là, il reste seulement 2 mercredis sans baseball de saison régulière si on exclut les matchs au Japon. Donc, la saison s'en vient à grands pas, mais oui, on va placer l'épisode qu'on vient d'enregistrer sur toutes les bonnes plateformes de podcast, comme tous les autres épisodes qui s'y retrouvent aussi. Et aussi notre site web passionmeby.com où on a plusieurs articles par jour sur l'actualité du baseball majeur et les épisodes également du podcast. Donc, Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Et ben, là-dessus, on se dit bonne semaine de baseball et on se retrouve la semaine prochaine.